Retour sur le port de Monaco, le ciel est en train d'ailleurs de s'assombrir un petit peu et nous sommes en compagnie de certainement l'invité le plus prestigieux de ce deuxième Grand Prix historique, Stirling Moss. Sterling, nice to be with you. It's always a great pleasure that when you come here. It's always a pleasure to come here to race. I mean, coming here is nice, but when I'm racing, much better, the best. Voilà, Stirling Moss qui nous disait qu'il a toujours énormément de plaisir à venir ici et que les courses qu'il dispute ici sont toujours des courses magnifiques. This morning, Sterling, you had a problem on your car. Ce matin, vous avez eu un problème sur votre voiture. The problem with the petrol, the essence, it stopped. That's it. Now it's good, but then it stopped. Voilà, Stirling Moss a eu un problème ce matin dans son alimentation d'essence. Le problème est réparé et il va s'élancer dans la prochaine course, pas celle qui vient, mais celle que l'on verra tout à l'heure. Sterling, for the first Grand Prix historic in Monaco, you were here. The second, you are here. And you know that this Grand Prix will be on each 2 years now. You will come each year? Oh, I hope to. Certainly, if I get an invitation, I will find a car and I would always like to come. While I'm young enough, I come. And each time we will be very happy to meet you. Thank you very much. Sterling Moss qui nous a dit qu'il se donnera l'occasion de trouver une voiture et que chaque fois il reviendra courir ici à Monaco. Thank you, Sterling. Thank you. Voilà, on va continuer à développer le fil de ce qui se passe ici sur la piste de Monaco. Et je voudrais tout d'abord vous présenter un bouquin. Voilà, ça s'appelle Les précurseurs de la Formule 1, des années 1895 aux années 1949. C'est un bouquin que l'on doit à notre ami et confrère Christian Moiti. Alors si on vous a présenté ce bouquin maintenant, eh bien c'est parce que on va vous montrer maintenant peut-être les voitures les plus anciennes qui sont présentes ici à Monaco. Ce sont des voitures biplaces, car à l'époque le pilote emmenait son mécanicien. Ce sont des voitures de Grand Prix biplaces et qui toutes ont été construites avant 1934. Alors il y en a certaines qui sont équipées d'un moteur 1500 cm3 à compresseur et il y en a d'autres qui sont équipées d'un moteur 2,3 litres sans compresseur cette fois-ci, ce qui fait qu'il y a une disparité des moyens techniques mais finalement des courses assez serrées comme on va pouvoir s'en rendre compte au travers de ce résumé. Cette course a été enregistrée il y a quelques minutes et encore une fois elle vous est commentée par Frank Verplanken. Regardez. Troisième et dernier rendez-vous de cette matinée du dimanche, la course réservée aux voitures de Grand Prix biplace d'avant 1934, les voitures les plus anciennes de ce plateau 2000, des voitures qui ont parfois plus de 70 ans et qui courent toujours. C'est un Iranien qui a réalisé la pole position, Julian Mazzoub, au volant d'une Bugatti. Et les Bugatti sont vraiment majoritairement représentés dans ce plateau de Série A. Mazzoub qui a pris un excellent départ et qui devance Dean. Les deux hommes ont d'ailleurs survolé les essais et il y a fort à parier que la victoire se joue entre eux. Le passage à la scène des votes plutôt calme. Et vous voyez d'emblée le trou creusé par les deux leaders sur le reste du peloton. Peloton donc composé en majorité de Bugatti mais également une bonne demi-douzaine d'Alfa Romeo 8C Monza. Des voitures qui pour la plupart appartenaient à la Scuderia Ferrari au début des années 30. Et pas mal de voitures anglaises aussi, on a des spéciales anglaises de cette époque, les Fraser Nash, Riley, Lee Francis. Style caractéristique des Bugattistes. Grosse attaque, beaucoup de dérives. Au premier plan dans le Loves, la plus grosse voiture de ce plateau 2000, la Mercedes-Benz SSK, une voiture assez monstrueuse et qui semble vraiment peu à l'aise à Monaco. Mazzoub qui va donc en terminer avec ce premier tour, toujours suivi par Dean. Une poignée de secondes sépare les deux hommes. Même si les dépassements ne sont pas nombreux, le spectacle de ces pilotes au volant de leur drôle de machine vaut quand même le détour. Vous voyez le classement inchangé avec Jean-Louis Duré, le français, 3e. La Riley spéciale de Gillies, l'anglais, 4e.
retrouve la grosse Mercedes. Il continue néanmoins d'attaquer Majoub. Très grand showman. Vraiment un style très caractéristique des pilotes de voitures de cette époque. Et jusqu'au dernier tour, il nous aura offert de superbes glissades. Donc voilà qui franchit donc la ligne d'arrivée en vainqueur avec une bonne douzaine de secondes d'avance sur l'autre Bugatti, celle de Dean. Et après la victoire de Claudia Oetgen, première femme à l'emporter à Monaco, Majoub est le premier Iranien à s'imposer à Monaco. Donc pas mal de nouveautés aujourd'hui. Et au plaisir rare de l'emporter à Monaco, Majoub peut ajouter celui de se voir remettre sa couronne de laurier par Paul Frère. Lui aussi un des plus grands pilotes de son époque, vainqueur au Mans, très brillant en Formule 1 et dans toutes les disciplines qu'il a abordées, et également excellent journaliste. Alors l'avantage de ce genre de manifestation, outre le fait qu'elle nous permet de voir des voitures sublimes, eh bien elle nous permet de voyager dans le monde du sport automobile, de la Formule 1, au travers des hommes. On a vu les plus anciens, on a vu Maurice Trintignant tout à l'heure, jusqu'au plus jeune Sébastien Bourdet. Eh bien à mi-chemin, si on peut dire, il y a Jackie Hicks. Jackie Hicks, c'est 12 ans de Formule 1 au plus haut niveau, et c'est un regard d'enfant, vous aussi, devant ce plateau réuni ici à Monaco. Écoutez, franchement, c'est vrai que ce ne sont pas des voitures de mon époque, mais je crois que c'est un plaisir partagé avec les spectateurs. C'est un plaisir des yeux absolument inouï. C'est aussi un plaisir des sens parce que c'est le plaisir de l'ouïe, c'est le plaisir d'entendre des machines de Grand Prix d'il y a bien longtemps qui tournent. C'est le plaisir de l'huile de ricin. Et puis, bien plus encore, je crois que c'est une atmosphère. Je crois que le public ne s'y est pas trompé. Je pense que l'Automobile Club, en organisant ce deuxième Grand Prix historique, a eu une excellente idée. Et je crois sincèrement aussi que ça deviendra dans le futur un très grand événement. Parce qu'on a eu des courses splendides. La course qu'on vient d'avoir maintenant était vraiment extraordinaire. Oui, alors Jackie Hicks, vous qui avez été directeur de course ici au Grand Prix de Monaco de Formule 1 pendant des années et des années, vous nous parlez à cet instant de l'ambiance. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qui est devenu la Formule 1 aujourd'hui. Ce sont deux mondes différents. Pourquoi? Parce que dans le fond, ces voitures sont conduites par des gentlemen et d'anciens pilotes comme Sterling Moss. Mais ce sont avant tout des amateurs. Ce sont des amateurs qui partagent la même joie. C'est de courir avec des vieilles voitures. Et puis qui ont aussi réalisé combien c'était exceptionnel de courir en principauté de Monaco sur ce tracé urbain. Ils le font dans des conditions, à mon sens, exceptionnelles parce qu'ils ont la même organisation et la même assistance que pour le Grand Prix. Mais ce qui a changé, c'est que tout le monde a le temps. On a le temps de parler, on a le temps de voir les courses se dérouler, on a le temps d'en parler. Par conséquent, comme j'ai dit, la convivialité, l'atmosphère entre les concurrents, la liaison entre le public, qui est quand même tout près des voitures, parce que ça c'est un cas bien spécifique pour Monaco, dans les Grands Prix actuels au niveau de la sécurité. On a éloigné le public des voitures. Ici à Monaco, on peut vivre près des voitures. On a un paddock merveilleux, vraiment exceptionnel, où les gens peuvent venir, peuvent visiter, voir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans le futur, dès qu'on connaîtra l'existence de cet événement, ce sera certainement un événement majeur, en tous les cas en principauté. Ben, il faut en parler, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Alors je m'adresse maintenant, non pas à l'homme qui a été vice-champion du monde 1970 en Formule 1, mais plus à l'observateur de la course automobile. Selon vous, dans l'histoire de la course automobile, quelle période, pardonnez-moi, reste la plus marquante? Je crois que ce serait une erreur de comparer les époques entre elles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la Formule 1 est quelque chose d'exceptionnel. C'est le sport poussé à l'extrême, c'est la science, c'est l'industrie. C'est très professionnel. Ne faisons pas l'erreur de comparer les époques entre elles. Je crois qu'on ne compare pas Merckx et Coppi en cyclisme. Contentons-nous de voir dans des époques des grandes industries, des grands pays, des très grands pilotes, et avant tout le sport, la compétition. Et dans le fond, on vient pour ça, on vient pour voir une compétition exceptionnelle. Donc, ce qui est merveilleux un petit peu pour les nostalgiques, pour les conservateurs, c'est d'avoir... Ce qui a changé, en fait, c'est que dans le temps, on gardait ces voitures au musée.
les propriétaires, les collectionneurs ne les sortaient pas. Et bien aujourd'hui, elles sortent, elles revivent, et ça c'est exceptionnel. Et je crois que ce qui va plaire justement, c'est cette notion de faire de la course, mais avec cette candeur entre guillemets qui avait un petit peu disparu. Eh bien merci, c'était une fort belle conclusion, Jacques X, merci d'être venu nous rendre visite. Je vais vous présenter un autre bouquin, on suit notre voyage au travers du sport automobile. Celui-ci, on le doit à l'homme qui se trouve 2 étages au-dessus de nous, Gérard Crombach. Ce sont les années Fangio, les années donc 1950-1955. Il faut rappeler que Juan Manuel Fangio a été champion du monde 5 fois. La première fois en 1951, puis après 54, 55, 56, 57. Ce qui nous amène à vous présenter une course qui a eu lieu précédemment, qu'on a enregistrée, et une course qui met aux prises des voitures qui ont été construites avant 1961. Ce sont des monoplaces de Grand Prix, mais des monoplaces de Grand Prix anciennes, donc avec le moteur à l'avant. Ce sont des Ferrari, ce sont des Maserati, c'est également les premières Lotus ou encore les premières Cooper. Des noms qui, bien entendu, pour vous, évoquent certainement beaucoup de choses. On voit le résumé de cette course qui s'est déroulée tout à l'heure en compagnie, encore une fois, de Franck. Départ imminent pour la série D, 4e course de la journée. Série donc réservée aux voitures de Grand Prix, antérieure à 1961. Avec un départ assez chaotique, puisqu'une voiture du fond de peloton a calé. Mais tous sont partis. Martin Stretton, le poleman, conserve la tête et devance Nigel Corner qui lui a devancé Alain de Cadenet. Stretton et Corner sont au coude à coude dans la montée. Attaque de la connote jaune de Williams. Vous voyez tout ce magnifique peloton défilé aux Loves. Passage dans le tunnel, tout le monde est très groupé. Un duel pour la tête semble s'amorcer entre Stretton et Corner. Donc Stretton court sur une Ferrari 555 de 1955, tandis que Nigel Corner dispose lui d'une des nombreuses Maserati 250F, les célèbres 250F 6 cylindres, tant de fois victorieuses. Au second passage aux Loves, l'ordre est inchangé. Toujours Stretton devant Corner. Von Schenk roule isolé en 3e position. Alors que derrière, pour la 4e place, une belle bagarre entre Alain de Cadenet et sa connote et 2 Cooper Bristol. Les petites Cooper sont très très agiles et donc assez performantes à Monaco. Et Alain de Cadenet, l'excellent pilote d'endurance dans les années 70, a bien du mal à contenir les 2 petites Bristol. Alors que l'Espagnol Floch, qu'on a vu précédemment en Formule Junior, terminé sur le podium, et bien, effectue un tête-à-queue au volant de sa Maserati 250F. Et puis coup de théâtre à mi-course, Nigel Corner est contraint d'abandonner une panne mécanique, alors que Corner semblait être parti pour aller chercher Stretton. Vous voyez donc le classement après cette tour. Stretton, Von Schenk, Fisken. Tout droit à Sainte-Dévote, c'est la petite Cooper Bristol de Daguit. Et autre sortie de route d'une Cooper Bristol, celle de Cotelet cette fois, qui tape à la rascasse. Nous sommes alors dans le 7e tour et la course va prendre un tournant assez inattendu. C'est d'abord la Ferrari de David Vine, la Ferrari 625 4 cylindres, qui part tout droit à la chicane. Mais la raison de cette sortie de route sera bientôt connue, une
très très grosse fuite d'huile a vraiment souillé toute la piste à Sainte-Dévote et successivement une dizaine de voitures vont venir, vous le voyez, tirer tout droit à ce fameux virage de Sainte-Dévote. Heureusement pas d'accrochage entre toutes ces voitures et vous pouvez voir la traînée d'huile plus qu'importante qui a été déposée sur la piste. Vous voyez que même en ralentissant au maximum il est très difficile de braquer. Voici la très belle connote de Williams qui lui parvient à passer. Et donc logiquement, la course est interrompue au drapeau rouge, entérinant donc le classement et la victoire de Stretton. Massiv Öl auf der ganzen Strecke. Fuhr hier gegen die Leitplanke gerutscht ist. Also Rennabbruch nach einer Karambolage. Und das ist natürlich jetzt ganz, ganz tragisch. Avec les premiers pilotes arrivés sur les lieux de cette traînée d'huile ont été très surpris et ont fait preuve d'une belle maîtrise. Il n'y aura finalement très peu de casse à déplorer. Vous voyez que c'était déjà très difficile de marcher sur cette piste souillée d'huile. Alors imaginez avec des voitures de 600 kg lancées à pleine vitesse. Et cette huile répandue sur une très grande partie du circuit donnera beaucoup de travail au commissaire, au valeureux commissaire d'ailleurs qu'il nous faut saluer, sans qui rien ne serait possible. Et saluons aussi Martin Stretton, qui s'impose donc avec une bonne avance sur Von Schenk, Fisken, Alain de Cadenet, Flack et Folch, malgré son tête à queue qui termine néanmoins 6e. Là, retour donc sur le port de Monaco avec on rit un petit peu à cause d'une ampoule qui est en train d'exploser. Voilà, on arrive petit à petit au terme de cet après-midi avec ce qu'on va appeler le bouquet final, une course qu'on va vous retransmettre en direct, qui sont en fait les voitures les plus récentes présentes ici ce week-end sur le port de Monaco. Ceci, ce sera dans quelques instants. On observe auparavant une très courte pause, très courte, à tout de suite. Amateur de sensations fortes et de sports mécaniques débridés, vous traverserez bien l'Atlantique avec nous. Dimanche à 23h30, l'IndyCar court-circuit à Nazareth sur Monte Carlo TMC. Ce sera le bouquet final de cet après-midi consacré à ce deuxième Grand Prix historique de Monaco, avec de véritables voitures de course, de véritables monoplaces de Grand Prix à moteur arrière, comme elles le sont encore aujourd'hui. C'est des voitures qui ont toutes été construites avant 1966, je cherchais l'orange, je l'ai trouvé. Des voitures qui ont été construites avant 1966, qui ont disputé des Grands Prix et qui toutes sont équipées de moteurs de 1500 cm3, car juste après, eh bien, on est repassé au moteur 3 litres. Et donc, c'est des courses qui ont vraiment une valeur historique. On va suivre d'ailleurs cette dernière course, ça s'appelle ici à Monaco la série F. On va la suivre en guise de bouquet final, encore une fois, dans son intégralité et en direct, et on va tout de suite retrouver pour vous faire vivre cette course Frank Verplanken en compagnie de Gérard Krombach, qui apparemment ne sont pas encore tout à fait prêts. Alors c'est en tout cas, on n'a pas encore du moins les images de cette course. Alors j'en profite pour vous rappeler donc que c'est la dernière épreuve, que vraiment aujourd'hui on a parcouru près d'un demi-siècle d'histoire de la course automobile, puisque la voiture la plus ancienne que l'on a vue se produire ici ce week-end était une voiture de 1929. Pourquoi 1929 ? Eh bien 1929 parce que c'était l'année où a été disputé pour la première fois le Grand Prix de Monaco. Donc la voiture la plus ancienne était une voiture de 1929. La voiture la plus récente, si je puis dire, puisque c'est quand même une voiture qui a 35 ans aujourd'hui, eh bien c'est les voitures que l'on va voir dans cette catégorie, donc des voitures construites avant 1966, donc ce sont des voitures de 1965 pour les plus récentes d'entre elles, et ce sont des voitures qui vont s'affronter maintenant. Ce sera la dernière course du week-end, ce sera encore une fois, au risque de nous répéter, eh bien ce sera notre manière de vous dire au revoir et de tirer un très beau trait sur ce Grand Prix historique de Monaco. On va tout de suite aller en cabine, retrouver Frank Verplanken et Gérard Krombach pour cette série F, les voitures de course de Grand Prix d'avant 66. Messieurs, c'est à vous. Et donc bouquet final de ce Grand Prix 2000, la série F, donc réservée aux voitures de Formule 1 d'avant 1966, donc les
Les Formule 1 de 1500 cm3 avant le retour aux 3 litres. Hein. Voilà, seulement sont mélangées quelques voitures d'une cylindrée beaucoup plus élevée, puisque les voitures qui couraient la série Tasman en Australie, en Nouvelle-Zélande, utilisaient des moteurs 2,5 litres de l'ancienne Formule 1, Oui. et certains même poussaient à 2,7 litres, puisque Coventry Climax avait fait un moteur spécial pour courir les 500 miles d'Indianapolis. Et il en a vendu un certain nombre de répliques à des clients qui voulaient courir la série Tasman ou les courses en formule libre. Et je crois bien qu'il y a pas mal de ces moteurs que nous allons voir aujourd'hui, peut-être même sous le nom de 1500. Oui. Et sûrement aux avant-postes donc. Et sûrement, oui. Et vous l'avez vu sur la grille, donc le poleman Thomas Becher, donc le pilote allemand qu'on connaît bien pour l'avoir vu longtemps en GT, en BPR sur les McLaren F1 GTR BMW. Oui. Et bien il a eu un accident un accrochage assez important lors des essais. Il avait plié tout l'avant-gauche de la suspension et on pensait qu'il ne prendrait pas le départ et apparemment il serait au départ, donc en pole position. Le vrai poleman de cette course, Thomas Becher, est partant. Oui, mais il faut voir ce que va donner la réparation de sa voiture. Parce que la voiture semblait quand même bien abîmée. Hein. Oui. Il faut rappeler que c'est une BRM P261, si je ne m'abuse. C'est une BRM de la deuxième partie en 1500 cm3. BRM a d'abord a été jusqu'à sa victoire en 62 au championnat du monde avec une voiture, et puis après ils en ont fait une autre, la 261. Enfin, ils en ont fait deux autres. Ils ont fait d'abord la 61 et puis elle ne marchait pas, alors ils ont fait la 261. Alors là, vous voyez une Brabham BT4 qui a justement un moteur 4 cylindres 2,5 litres. C'était la voiture personnelle de Jack Brabham et il l'avait modifiée pour aller courir la série Tasman. Et grande Voilà, figure. Stirling Moss Ouais. avec une Cooper. C'est une Cooper 1500 et il n'a pas couru sur une Cooper 1500. Il était sur Lotus en 61, 62 et début de la saison 62, puisqu'il a eu son terrible accident le lundi de Pâques 62 à Goodwood, qui a malheureusement mis fin à sa carrière de pilote de Grand Prix. Oui, alors que Moss était encore jeune, hein, il avait Bien sûr. par exemple du même âge que Graham Hill qui a continué sa carrière pendant une dizaine d'années. Absolument, mais il a eu une fracture du crâne. Et il dit maintenant qu'il pense peut-être qu'il a arrêté trop tôt, c'est-à-dire que quelques mois après, il a fait un essai. Il allait presque aussi vite, mais il a dit que ce n'était plus automatique, je vais réfléchir. Oui. Alors il a voulu se retirer et puis un an après, il avait retrouvé le... Ah oui. Ah voilà, une BRP, ça c'est une voiture... on peut dire que c'était une copie de la Lotus 25 parce que au début la Lotus 25, Chapman refusait, le patron de Lotus refusait de la vendre à ses clients. Il leur vendait des voitures à châssis multitubulaires et lui il gardait Les monocoques pour lui. les monocoques pour lui la première année. Alors les clients, quand ils disaient je vais acheter une voiture, ils disaient je vous vends la voiture de l'année, et c'était la voiture à châssis tubulaire. Et puis il voyait apparaître une monoplace et une monocoque, il disait non, ça c'est ma voiture de l'année prochaine. Alors pour court-circuiter ça, ils ont fait leur propre monocoque, qui utilisait d'ailleurs des pièces de la Lotus et aussi des pièces de Brabham. Et BRP d'ailleurs qui a un rapport avec Stirling Moss, parce que même s'il n'a pas conduit les BRP, c'est son père qui a fondé l'écurie. Avec Ken Gregory. Ouais, le manager de... Voilà, et celui qui a dessiné la BRP, c'était le chef mécanicien de l'écurie, Tony Robinson, et qui est au paddock aujourd'hui, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, notre voiture originale, c'est la de Tommaso Alfa Romeo, qui a peu couru en Formule 1, qu'on a vu quelques grands prix d'Italie. Oui, c'était pas un grand succès, il faut dire. Tommaso n'a jamais fait des monoplaces qui ont vraiment révolutionné le... Ouais, il fait une tentative en 70, un retour en Formule 1 avec Frank Williams, d'ailleurs c'était des Oui, débuts de malheureusement Frank ça Williams. s'est terminé par la mort de Pierce Courage, et après il s'est retiré, son ingénieur l'a quitté, et son ingénieur d'ailleurs c'est celui maintenant qui fabrique les Dallara, Oui, qui sont c'est des voitures Dallara. très connues.
Oui, alors là, ça devrait aller beaucoup plus vite. Oui. Et qui devrait, parce que tout dépend du stade de préparation des voitures des autres catégories. C'est vrai que les temps aux essais, du moins la pole de Cher est quand même le meilleur temps réalisé surtout le week-end. Hein. Oui, c'est tout à fait 56. normal. Oui. Et pourtant, Cher n'est pas un pilote professionnel, c'est un gentleman pilote. Il a couru en endurance, mais il se payait un excellent copilote. John Nielsen souvent. John Nielsen, oui, pour pouvoir justement faire des résultats. Et oui. Mais disons que c'est pas non plus le plus mauvais des gentleman drive. Non. Et donc le plateau semble vraiment assez homogène, hein, puisque hormis Cher et Dayton qui sont 4 secondes devant le reste du plateau, mais qui sont quand même dans la même seconde, enfin séparés à peine par 3 dixièmes, les 5 pilotes suivants sont dans la même seconde. Hein, on a un peu vu. On a vu un ralenti avec Stirling Moss. Pour une grande émotion de... Stirling Moss, il a eu des gros ennuis aux essais. Son moteur commençait à ratatouiller au bout de 3-4 tours. Il pense que c'est la pompe à essence, mais il n'est pas sûr. Alors ils ont essayé de réparer, mais c'est pas dans le tour de chauffe qu'il a pu voir où il en était. Hein. La 26, vous avez vu, la 26, c'est une Brabham qui a été accidentée hier. Alors ils ont scié la calandre qui était complètement enfoncée. Heureusement, le radiateur n'était pas touché. Je pense qu'il y aura eu beaucoup de problèmes avec le carburant, parce qu'il y a d'essence avec la Fraser Nash. Absolument. Et pas essence sur la F1. Oui. Alors on va donc en finir avec ce tour de formation. On vous rappelle donc que Thomas Becher est en pole position avec la BRMP 261 V8 et à ses côtés Duncan Dayton, pilote américain, dispose lui d'une Brabham VT11, un moteur Coventry Climax V8. Alors la voiture est une voiture d'avant le changement de formule, puisque la formule pour 66 est passée à 2 litres, à 3 litres, mais en revanche la cylindrée de son moteur est plus poussée et c'est un moteur 2 litres parce qu'en 66, avant que BRM ne dispose de son moteur 16 cylindres en H, ils ont fait courir des voitures avec les anciennes, les 261, dont le moteur avait été porté à 2 litres. Alors c'est un de ceux-ci. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut relativiser. Voilà. Se place sur cette grille de départ. 25 voitures au départ. Voilà la Brabham ex-Bob Anderson. C'est la pilote privée du début des années 60, enfin même de quasiment l'intégralité des années 60. Voilà, en 67. Il s'est tué en 67 au cours d'une séance d'essai à Silverstone. Feu rouge. Feu vert, c'est parti. Cher m'a l'air moyennement parti, c'est plutôt Dayton qui semble être bien parti, mais il n'est pas sur la bonne trajectoire, évidemment il est à l'extérieur, alors attention au premier freinage, et Dayton s'efface, et Becher passe donc, alors que derrière c'est très chaud. Hein. On sent tout de suite que les pilotes en veulent. Néanmoins c'est passé sans encombre, on voit Moss qui était au milieu du peloton. Départ prudent pour Moss qui partait 13e et qui a quand même dû gagner une place ou deux. Oh là, il y a eu un accrochage dans la montée au bout de la montée de Mirabeau apparemment. À Massenet. Ouais, à Massenet, tout à fait, oui. Donc les 5 premiers se détachent assez nettement, mais voilà, ça c'est la Lotus. C'est la Lotus de l'écurie Unity Lestal. C'est Alan Bailey qui a piloté. C'est dommage, c'était le seul exemple de boîte de vitesse Lotus dans le plateau. La fameuse boîte de vitesse à commande séquentielle. Déjà à l'époque? Oui, justement, c'est ça l'intérêt de la chose. Ah oui. Ceci dit, j'ai demandé hier à son pilote ce qu'il en pensait, il m'a dit c'est une catastrophe. Il m'a dit il y a un point mort entre chaque vitesse et on a de la peine à le louper. Ça doit pas être pratique.
savez, comme quoi il y a beaucoup d'idées reçues sur la Formule 1. Hein. On attribue souvent l'arrivée du turbo comme les premières voitures à compresseur, alors que les voitures à compresseur ont longtemps, même si c'était pas des turbos, c'était quand même des compresseurs. Et puis là, il y a une voiture qui a un problème de moteur apparemment, ou bien ils ont été un peu optimistes sur le volume d'huile dans le réservoir au départ. Ouais, trop plein d'huile et ça déborde. Alors espérons qu'il n'y en ait pas trop sur la piste. Ah mais attention, c'est la Brabham qui est en tête, non? Il me semble que c'est Buescher qui a gardé la tête, mais par contre c'est Alexander qui est deuxième, qui a dû passer Dayton. Non, vous avez raison, excusez-moi, oui, c'est Dayton devant Alexander. Buescher a eu un problème, on n'a pas vu à l'écran. Il est vraisemblable qu'il s'est rendu compte que sa voiture était pas suffisamment bien. Oui, ça doit être ça, oui. Tout à fait, ouais, pas assez suffisamment réparé. Il a dû se ranger sur le bas-côté ou rentrer au stand. En tout cas, ça nous laisse donc un duel Dayton-Alexander. Et donc, ça reste néanmoins un duel Brabham-BRM. Brabham contre BRM. Puisque Alexander, lui aussi, dispose d'une P261. Brièvement vu la Lotus 24 à V8 Climax de Mullens, poussée par les commissaires. Et c'est probablement la voiture qui perdait toute cette huile. Donc, a priori, peut-être une casse moteur ou un problème moteur. Alors Dayton, lui, il a un moteur V8. Alors on ne connaît pas très bien la cylindrée, ça est censé être un 1500, mais ça pourrait être un 2 litres. Ceci dit, je répète, ce n'est pas du tout une tricherie comme ce serait en Formule 1. Les voitures sont... C'est le moteur d'origine. Sont conformes à leur règlement, qui n'est pas le règlement de l'année où elle pourrait. De toute façon, le règlement admettait les voitures courant en série Gassman, donc il est clair qu'il n'y a pas du tout de tricherie. De toute façon, la tricherie serait bien trop grossière pour être volontaire. L'écart semble se stabiliser entre Dayton et Alexander. Dayton a l'air en mesure de créer un véritable trou. Et en même temps, Alexander roule alors que derrière, gros travers de la Brabham. Voilà, c'est la voiture ainsi que la Cooper Steering Moss qui appartient à John Coombs, qui est d'ailleurs un résident monégasque. Et John Coombs était le manager de l'écurie Matra International en Formule 2 lorsque Ken Tyrrell, qui avait fondé cette écurie, est monté en Formule 1 avec Jackie Stewart. Et Matra quand même. Et toujours Matra, bien sûr. Ils ont été champions du monde en 68. Et John Coombs faisait courir Johnny Servoz-Gavin, François Sever, enfin les meilleurs espoirs français. Et après, il a fait courir aussi Jackie Stewart, Graham Hill. Ouais, parce que les pilotes couraient bien en Formule 1. L'un des grands managers de cette période. Alors que là, on est avec un petit peloton qui doit vous être, alors qu'on a quitté, mais il y avait deux belles Lotus qui doivent vous plaire. J'apprécie. J'aurais préféré les voir en tête, mais la course n'est pas finie. Je vous signale que contrairement à beaucoup d'autres voitures, la Lotus 33 de Rob Slamplow a un moteur 1500L. D'accord. Ce qui est inutile de rappeler, bien entendu, que Gérard Combach était un ami intime de Colin Chapman, le fondateur de Lotus, et qu'il a vraiment connu de très près toute cette épopée Lotus. Mais voilà, c'est des Lotus. Voilà une jolie bagarre.
Et c'était l'Amplouk justement qui vient Voilà, de passer. c'était l'Amplouk. Et alors, l'Amplouk a une 33 et Malcolm Ricketts, il a une 32B. La 32B, c'est une Formule 2 avec un moteur série Tasman, avec un moteur 2,5 litres. Alors, la Formule 2 à l'époque avait 1000 cm3 de cylindrée. C'est-à-dire que c'était une voiture un peu spéciale. Et elle a une caractéristique, cette voiture, celle-ci que nous avons vue tout à l'heure, c'est la voiture du classique Team Lotus, c'est-à-dire l'écurie du fils de Colin Chapman, qui maintenant fait courir des voitures de son père. Il avait gardé un exemplaire, Colin Chapman, de chacune de ses voitures de course. Et maintenant, son fils les fait courir et les prépare avec d'anciens mécaniciens fidèles. Il a vraiment gardé un modèle de chaque, même les voitures comme la Lotus 88, les choses comme ça. Je ne sais pas si on les trouve toutes, mais presque toutes. Ouais, de temps en temps, on parle d'un retour de Lotus à un niveau international plus, mais Chapman, ça pourrait être Chapman sans être Colin, si le fils. non, il n'est pas technicien. Non. Ah, d'accord. Il n'est pas technicien. Il gère l'écurie, mais il ne dessine pas de voiture. Et la lutte est vraiment très chaude hein, entre la Lotus 24 BRM, donc la voiture noire que vous voyez, la numéro 1, alors qu'on revoit Moss au ralenti, Moss qui n'a pas l'air ravi du comportement de Ricketts, qui peut-être le bouchonne un petit peu. Et on revient sur cette bagarre entre Lamplouf et Jeremy Agassi. Oui, la Lotus 24, c'est une voiture qui ressemble beaucoup à la 25. Si vous envoyez côte à côte, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence, sauf que l'une est monocoque et l'autre a un châssis en tube. Donc la 24 pour les clients privés. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on peut retrouver un très très beau dossier sur les Lotus 25 dans le dernier numéro de l'Automobile Historique, la revue de Fabien Marseille. Vous avez donc le petit clavier. Bien que l'on a vu avec sa Jaguar C ce matin dans les voitures de sport et qui est le petit-fils de feu mon ami Serge Pozzoli, qui était le plus grand historien automobile français et peut-être du monde à son époque. La Brabham, apparemment Sittner a un problème. Oui, il va sûrement s'arrêter. On retourne sur cette bagarre en milieu de peloton, évidemment une bagarre prestigieuse s'il en est puisque Sterling Moss en fait partie. Toujours derrière Ricketts. Et il est vraiment apparemment bouchonné par Ricketts. Oui, il est certainement pas très heureux. Déjà hier il me disait les commissaires ne font pas leur travail. Ouais, c'est vrai que je l'ai vu aux essais dans le casino et c'est vrai qu'il a un peu râlé, mais à la fin des séances il est toujours très chaleureux avec les commissaires. Agacé, justement. Voilà la 24 de Jeremy Agacé. Il reste une sortie ou une casse. Peut-être une sortie, il me semble avoir vu un... Oui, il est peut-être pris un échappatoire. Je sais pas. Ouais, en tout cas, on va revoir ça, c'est avec Lamplouf, c'est à la chicane. Que s'est-il passé? Ouh, il a failli. L'accrochage est... Oui. Oh oui, et il est parti en attaquant pour éviter l'accrochage. Pour éviter l'accrochage dont il aurait été responsable. Oui, il a fait the decent thing. La bonne chose. Le moins pire, disons qu'il a préféré taper seul plutôt que d'emmener avec lui. Oui. Et donc ça fait une voiture de moins à doubler pour Sterling Moss. Hein. Mais du coup, Ricketts semble avoir pris du poil de la bête. Hein. Il s'est détaché un peu de Moss et il redevient menaçant pour Lamplouf. Oui. Moss n'a jamais conduit aucune de ces deux Lotus, bien sûr, puisqu'il a eu malheureusement son accident avant que la 25 ne sorte. Il s'est arrêté au 21. Oui.
Elle courait d'ailleurs en privé pour Lotus. Sur des Lotus, mais sur pas les pour le team Lotus Lotus. appartenant à l'écurie de Rob Walker. Walker, l'héritier du whisky du même nom, et qui a été le premier concurrent privé, la première écurie privée à remporter un Grand Prix de championnat du monde quand Moss, précisément, a remporté le Grand Prix d'Argentine en 58. Et puisque à l'époque, Moss courait en Grand Prix sur Van Val, mais Van Val n'était pas prêt à disputer le premier Grand Prix de la saison en Argentine, de sorte qu'il a pris la voiture de Rob Walker avec lequel il courait en Formule 2. Et ensuite, deuxième course du championnat, toutes les voitures, les vraies voitures de Grand Prix abandonnent et la Cooper s'impose à nouveau avec Maurice Trintignant. Enfin, j'ai dit tout abandonne, ce serait méchant vis-à-vis de Maurice, mais elle n'était pas encore au point. Il faut dire que le règlement venait de changer et imposait un carburant normal au lieu de marcher à l'alcool. Alors, ce qui a posé des problèmes de réglage. Les moteurs ont dû apprécier. Voilà, il a fallu travailler les réglages de carburation, les taux de compression, etc. C'était une période intermédiaire, mais enfin, les deux premiers Grands Prix de la saison 58 ont été remportés par une écurie privée, et c'est la première fois qu'une écurie privée remportait un Grand Prix dans le championnat du monde. Alors ceci dit, dans l'histoire des Grands Prix, non, puisque Ferrari c'était une écurie privée. Mais c'était avant le championnat du monde. Quand le championnat du monde a débuté en 50, Ferrari présentait ses propres voitures, il était devenu constructeur. Et Rob Walker qui est d'ailleurs le premier et le dernier à avoir remporté des Grands Prix, puisqu'il n'y a pas d'autres écuries privées qui se sont imposées en... Maintenant, ce n'est plus autorisé. Maintenant, seuls les constructeurs ont le droit, et ils doivent même utiliser des voitures qu'ils ont entièrement construites eux-mêmes. Alors évidemment, des fois... c'est à que pour la Lotus de Bailey. La 18. Oui. Il a sûrement dû pouvoir repartir. Alors que Alexander semble bien revenu sur Dayton. Hein. Oui. L'écart c'est quand même assez réduit. Ah, mais il a une voiture à doubler là. Oui, ça. On va reprendre la montée. Oui, quand même un peu plus de 6 secondes. Ça va être dur de revenir pour Alexander. Oui. Je ne sais pas combien il reste de tours. Il doit rester 4 tours. 4 tours, 6 secondes, 4 tours, c'est un peu... il fume beaucoup en plus. Hein, oh là là. Ah oui. Il faudrait vraiment qu'un retardataire ou qu'un incident survienne sur la voiture de Dayton pour que Alexander puisse remonter. Eh bien, ce serait la première victoire Lotus du week-end. Non, c'était... S'il en plouffe... c'est Dayton, excusez-moi. C'est Dayton, excusez-moi. Et non, oui. Vous ne me consolez pas. Tour de l'arrivée. Alors là, vous voyez la Cooper aux couleurs américaines. C'était la voiture qu'on conduisait Massey Gregory en 61 pour le compte de l'écurie Cameradi. Cameradi, ça veut dire Kastner Motor Racing Organisation, c'est ça. Lucky Kastner était un pilote d'avion de ligne qui s'est lancé dans l'automobile. Il n'était pas seulement patron d'écurie, il était également pilote, et un très bon pilote. Malheureusement, il s'est tué aux essais des 24 heures du Mans sur une Maserati d'ailleurs.
puisque Cabralier était écurie de pointe de Maserati en Formule Sport. Oui, oui. C'était l'époque où Maserati, ayant fait faillite, avait obtenu le sursis concordataire, mais les créanciers interdisaient la compétition. Alors Maserati ne pouvait courir qu'à condition que les clients payent. D'accord. Ouais, la mort de Lucky Kastner a mis un terme définitif à... Ah oui, d'ailleurs, Camerali n'existait plus. Et quand il s'est tué, il conduisait une Maserati pour le compte du colonel Simone, son compatriote, qui était le concessionnaire Maserati en France, qui avait fait faire une voiture spéciale avec un gros moteur V8. Une voiture assez inconduisible, non, c'est assez dangereuse. Au Mans, toutes les voitures sont dangereuses parce que c'est le Mans qui est dangereux, qui était dangereux vu la vitesse qu'on pouvait atteindre dans la courbe des Unaudières où ça s'est passé. Voilà Sittner qui revient, très déçu. Sittner qui avait fait une très belle course en 97. Il avait conduit une Ferrari dans la course Ferrari et je crois même qu'il avait gagné. Oui, il avait gagné sur une 250 Testarossa. Et il avait couru également sur une Jaguar D qui avait la particularité qu'elle m'avait appartenu. Ah. Mais à titre purement incidentel, je n'avais jamais conduite en course. Ouais, vous avez un peu couru en course Oui, mais sur Lotus, sans grand succès. C'est pour ça que je suis devenu journaliste. Avec un succès énorme. Et Chapman aussi couru sur ces voitures. Pas sur Jaguar. Non, sur Lotus, sur ses propres voitures. Ah oui. Il était d'ailleurs l'un des meilleurs. Je ne me permettrai pas de dire, aussi je peux le dire puisqu'il n'est plus là, c'est Graham Hill. Aux essais du Mans, Graham avait fait un temps, je ne sais pas lequel, sur une 2 litres aux essais des 24 heures du Mans. Et il a dit, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, elle n'est pas bien cette voiture. Alors Chapman a sauté dedans, il a tourné 5 secondes plus vite, il lui a dit, moi je trouve qu'elle va très bien. Et c'est sûr. Alors Graham est reparti. Oui, je crois que la rencontre Clark-Chapman s'est faite sur un circuit et les deux hommes sont affrontés. Oui, absolument. Et Clark a bien failli gagner. Il a été gêné par un retardataire peu avant l'arrivée. Quand il devait lui prendre un tour. Mais vous savez qu'il y a des ingénieurs qui conduisent comme les pilotes. Il y a également en Allemagne Uhlenhaut, Rudi Uhlenhaut, le fameux ingénieur de Mercedes. Il allait pas aussi vite que Fangio ou Moss, mais il allait aussi vite que les autres. Ah, voilà l'arrivée. Ouais, Dayton remporte voilà, la dernière course de victoire d'un pilote américain sur une voiture britannique construite par des Australiens. Ouais, déjà à cette époque. Mais avec un moteur vraiment britannique, lui. Tout comme l'est la voiture du second, Paul Alexander. Absolument. Tout de même un beau résultat pour... Absolument. C'est dommage que Pcher n'ait pas pu... Oui, c'est vrai. Parce que là aussi, on aurait pu avoir une bagarre plus serrée, mais enfin... Mais le fait de la course. De voir ces voitures évoluer attention, qui arrive en troisième? Ça doit être Ricketts, je pense. Bien confirmé, on va attendre le... Oui, on va attendre puisque malheureusement nous n'avons pas les classements en cabine de commentateurs. Et comme on ne voit pas la piste, pas possible de faire un tour par tour non plus. Oui. Ah, il est content. Moss va en finir avec sa course. On a du mal à croire que c'est un homme de 70 ans qui écoutez, vous voyez, elle bafouille, le moteur bafouille. Il a eu le même problème qu'il a eu aux essais.
Ils n'ont pas résolu, c'était pas la pompe à essence, hein. C'est parce que je crois qu'ils ont changé la pompe Ah oui. à essence, ça Ouais, devait ça pas peut être être ça. un peu plus grave. Il a pu terminer. Et, le public. Il a pu terminer et John Coombs a au moins une voiture à l'arrivée puisque il a perdu celle de Sidney. Ouais. Très bien le travail des suspensions sur ralenti. Ouais. Oui, la type 53 Cooper avait des ressorts hélicoïdaux à l'avant comme à l'arrière, alors que 2 ans avant, les Cooper avaient encore des ressorts à lame transversaux. Et donc, Le troisième, c'est King. c'est King, un qui est autre remonté en fin de américain course, avec également une Brabham, la voiture avec laquelle son compatriote Dan Gurney a remporté le Grand Prix de la CF à Rouen. Et une Lotus finit 4e, puisque la 21 de Smith se Oui, classe ah, 4e. ça c'est une 21 justement avec un moteur 4 cylindres, puisque quand la 21 courait, il n'y avait pas encore le V8 n'existait pas, c'était en 61. Alors c'est un moteur 2,5 litres ou 2,7 litres, je ne sais pas, mais enfin au point de vue puissance, c'est une puissance supérieure à celle des moteurs V8. Hein. C'est 250 chevaux à l'origine, c'est peut-être 280 maintenant. S'il y a beaucoup de titane. Ah oui. Et bien donc on va conclure sur cette dernière image du vainqueur, Ben Dayton. Eh bien, c'était vraiment une journée fantastique. Oui, mais ça a été aussi un plaisir, un honneur et un privilège pour nous de nous avoir à vos côtés, Gérard Crombach. Merci Et beaucoup. on espère beaucoup vous avoir d'ici la prochaine édition de ce Grand Prix historique, alors qu'on va donc repasser le relais à Eric qui doit se trouver dans le paddock. Ouais, Franck, vous m'entendez là? Je vous entends mal, mais je vous entends. Bon, on vous attend ici sur le port là en